y a 20 ans, il y a 10 ans, on avait encore des grands directeurs de la communication qui murmuraient à l'oreille du président. Aujourd'hui, quand ils sont tout en haut de l'échelle, ils ne veulent qu'une seule chose, c'est quitter la communication pour devenir senior, exécutive, monde du groupe, mais retirer le radical communication. Et ils ont bien conscience que le communicant aujourd'hui est une fonction support, j'ai honte de le dire, mais au même titre que les services généraux. Ils sont là, on est là pour délivrer le produit, la plaquette, que sais-je, l'outil dont ils ont besoin, mais plus du tout pour réfléchir à la stratégie du groupe et amener une créativité qui les distingue du marché. Donc la vraie question, une des vraies questions, c'est le statut du communicant dans l'entreprise. Et c'est une chose dont on s'est rendu compte, et on ne l'avait pas très bien vu au départ, on pensait qu'avec les agences qui souffraient, etc. Mais je crois que le communicant en entreprise souffre presque plus que les autres parce qu'il souffre d'un problème de crédibilité, d'influence et de moyens. L'attractivité des agences en termes de recrutement est extrêmement faible. C'est même peut-être notre premier défi, déjà d'assurer un transfert de génération et de recruter des gens qui sont au fait des nouvelles pratiques. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, il s'agit encore de les rémunérer. Depuis 10 ans, les rémunérations dans la com n'ont quasiment pas bougé. Dans la finance, ont été multipliées par 3. Dans le même temps, on a effectivement des avantages sociaux qui sont évident à donner à l'ensemble des salariés qu'on n'est plus en capacité de rémunérer. Donc, on n'a plus les profils nécessaires. 2, il en faut plusieurs profils nécessaires. Et 3, on ne peut pas les rémunérer. Le seul qui s'en soit sorti, c'est Publicis, parce que tout ça de manière extrêmement intelligente dès 2006. Et ils ont fait un virage technologique et vers la data, d'abord avec Digitas, puis Epsilon, puis Sapient. Donc eux ont fait ce virage vers la techno, et eux s'en sortent. Tous ceux qui ne l'ont pas fait, aujourd'hui, sont condamnés à disparaître, à moins d'installer et de revenir sur une culture de l'idée, de la créativité, et de pouvoir nous-mêmes remonter sur la stratégie et faire en sorte qu'elle soit écoutée et entendue. Aujourd'hui, un cabinet conseil s'adresse plus à une direction générale qui a un directeur, un responsable de communication contraint par un budget. Ce qu'on faisait avant, il y a encore 20 ans, on s'adressait directement à la présidence, à la direction générale, dans le cadre d'un rapport annuel ou autre. Et on pouvait vendre quelque chose d'original, de différent, oserais-je dire, d'intelligent. Aujourd'hui, on est plutôt sur la reproduction des modèles qu'autre chose. Aujourd'hui, mon invité, c'est Olivier Breton. Donc, bonjour Olivier. Et tu es donc, rebonjour, tu as dirigé plusieurs agences, Verbe du groupe Publicis, All Content, et aujourd'hui Image et Stratégie. Et tu as publié avant l'été, c'est ça? Ouais, absolument. Peur sur la com, la fin d'un monde. C'est le résultat de 80 entretiens que tu as eu avec des gens du secteur, c'est bien ça? Oui, une petite centaine, effectivement, aussi bien annonceurs que patrons d'agence, que salariés d'agence. On a un panel assez large. Et ton expérience aussi, et puis il y a beaucoup d'études aussi que tu cites, il y a plein de chiffres dans ton livre. Alors peut-être pour fixer un petit peu le cadre et dire, enfin on va commencer parce qu'il y a il y a pas mal de chiffres flippants quand même. On commence avec un live pour la rentrée qui est un petit peu flippant. Alors, pour fixer un petit peu les choses, donc tu dis que 50% des personnes interrogées donc, dans le monde de la communication estiment que la fonction de communication a perdu de son importance. 21% des gens qui travaillent en agence déclarent vouloir quitter le secteur de la communication et 33% chez les annonceurs. Voilà, et donc ça, c'est un sondage Viva Voice, il me semble. Donc là, effectivement, la situation est effectivement un petit peu tendue, on va dire. Il y a plusieurs raisons. On va s'attarder sur le diagnostic, sur ton diagnostic, les différentes causes. Mais globalement, ça va mal, Olivier? Écoute, Les ça agences? va pas très bien. Effectivement, ça a été mieux.
quand tu prends ce sondage Via Voice, ça, c'est une réalité, mais il y a aussi le sondage qu'a fait récemment la HCC, qui explique que 40% des agences prévoient une perte de leurs revenus et que globalement le marché est atone. Et en fait, ce marché va d'autant plus mal que quand on a sorti ce livre, je pensais que j'étais assez seul quand même, et finalement, on a fait beaucoup de débats dans l'univers de la communication, avec des annonceurs et avec des agences, et qui partagent très très largement ce constat. En fait, la question, c'est pas tellement de discuter le constat, ce dont on a parlé bien sûr, Ouais. mais il y a la question qui suit et qui est le tome 2 qu'on prépare actuellement, c'est quels sont les modèles qui vont survivre par rapport à cet état des lieux. Mais l'état des lieux, il est assez partagé en vérité et largement partagé. Alors, justement, parmi les causes de cette situation, tu cites un certain nombre de points dans ton livre et on va y revenir. La première cause que j'ai retenue, moi, c'est la balkanisation. Alors, la balkanisation des points de contact. Aujourd'hui, pour toucher ton audience, donc avant, c'était le journal de 20 heures, il y avait des grands rendez-vous, il y avait tu avais 6 chaînes, tu pouvais capter pas mal d'audience avec tes chaînes. Aujourd'hui, évidemment, tu as les réseaux sociaux, tu as les influenceurs, etc., etc. Donc la balkanisation des points de contact, la balkanisation aussi des émetteurs, avec effectivement l'émergence notamment des influenceurs. Donc on n'a plus cette possibilité de faire de grandes campagnes et de toucher en fait un grand nombre avec une campagne un peu flagship, un peu phare. C'est un peu ce que tu dis. Oui, clairement, c'est un des points, enfin peut-être le point premier de tous, c'est la défiance du public, qui est majeur en termes de crédibilité. On est au même niveau que les hommes politiques et la presse. C'est dire à quel point notre poids sur l'opinion est extrêmement faible. Et il est d'autant plus faible qu'effectivement, on constate une balkanisation avec des communautés qui fonctionnent de manière extrêmement fermée et qui justifient, qui demandent des moyens qui leur sont adaptés. Et de fait, les grandes campagnes générales ne sont plus à l'ordre du jour. Donc, c'est un des sujets, mais il est très nombreux aussi. Enfin, l'autre sujet, c'est aussi l'absence de moyens pour faire ces campagnes et de pouvoir avoir des campagnes qui touchent des publics extrêmement larges. Ben, les deux sont liés, hein. Moi, j'avais reçu pour mon podcast Story of Stories le patron de Sopress qui m'expliquait pareil. Il avait donc lui, il produit beaucoup de publicité. Il me disait qu'il a effectivement les budgets étaient de plus en plus rognés par le fait que le même budget doit être affecté en fait à différents canaux. Il faut produire plein de pastilles sur les réseaux sociaux, etc. Et clairement aussi, les audiences maintenant qu'on connaît assez bien, grâce à la data, sont extrêmement circonscrites. Hmm. Donc, en fait, des grandes campagnes, est-ce qu'elles toucheraient vraiment tout le monde? Non, on préfère avoir les 18-25 ans, que sais-je, etc., par groupe social, ou par tranche d'âge, ou par CSP, etc. Et on s'adresse uniquement à des groupes fermés. Donc, on a perdu la prétention ou l'ambition d'avoir des campagnes grand public. Et la démultiplication des moyens, des réseaux de communication oblige à multiplier des budgets qu'on n'a pas. Donc en fait, on avait un budget qui, avant, s'adressait avec un média, maintenant est divisé en 10 médias. Donc c'est plus la même chose. Alors, on va revenir, parce que tu l'évoquais tout à l'heure sur la perte de confiance, on va revenir dessus. Juste, si on reste sur les autres éléments du diagnostic, tu dis aussi, bon, il y a, alors ça a été pas mal discuté, la prise de contrôle des plateformes. Aujourd'hui, effectivement, on est soumis en fait aux règles de l'algorithme. Le fait que les métiers ont changé, on a de plus en plus d'ingénieurs, et puis tu parles de ces middlemen dans ton livre, donc qui intermédie en fait les créatifs avec les annonceurs. Donc l'écosystème aussi des métiers a pas mal changé. La Et d'ailleurs considération avec a changé, oui, on n'est plus dans un monde des idées, on est dans un monde de la tech. Et pour dire sur les agences, certaines fonctionnent, hein, celles qui se consacrent à la transformation digitale, qui sont aujourd'hui le vrai sujet
qui est traité, qui demande des investissements colossaux et qui permet, via la tech, de pouvoir capter les publics. Mais ce n'est pas l'idée qui les capte, c'est l'algorithme qui les enferme. Donc on a vraiment totalement changé de typologie de salariés. Il vaut mieux un développeur UX, etc., un programmeur, qu'un normalien qui va ramener du contenu. On est plus influent par la technologie que par le contenu. Donc là, Et, pas de problème. Pour nous, agences qui venons du contenu. et ces différents métiers font qu'il est plus difficile pour les agences de mettre autour de la table tous les métiers de la communication et essayer de porter un discours pour défendre les métiers. C'est ce que tu dis Oui, aussi. oui, parce qu'en Euh, fait, c'est pas un métier. Maintenant, il en faut une dizaine pour arriver à vendre des campagnes, on va dire, globales. Celles-ci sont rarement internalisées. Euh, on assiste en même temps à une ubérisation de ces freelances à l'extérieur. Donc, euh, on a perdu le culte de l'idée maîtresse capable d'emmener une opinion avec elle. Donc, ça pose un vrai sujet, d'autant que dans le même temps, on est en incapacité d'intégrer et de rémunérer correctement ces nouveaux profils. Donc l'attractivité des agences en termes de recrutement est extrêmement faible. C'est même peut-être notre premier défi, déjà d'assurer un transfert de génération et de recruter des gens qui sont au fait des nouvelles pratiques. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, il s'agit encore de les rémunérer. Depuis 10 ans, les rémunérations dans la com n'ont quasiment pas bougé. Dans la finance, ont été multipliées par 3. Dans le même temps, on a effectivement des avantages sociaux qui sont évidents à donner à l'ensemble des salariés qu'on n'est plus en capacité de rémunérer. Donc, on n'a plus les profils nécessaires. 2, il en faut plusieurs profils nécessaires. Et 3, on ne peut pas les rémunérer. Donc, on est obligé de se tourner vers le marché des freelances et où on trouve tout et son contraire. Et je dois dire que les meilleurs de ces freelances, aujourd'hui, changent de voie et ne veulent pas travailler dans la communication. Et on les comprend fort bien. Ils sont assez peu respectés, ils n'ont pas d'avantages et ils n'ont pas la rémunération qu'ils méritent. Donc on a oui, un problème effectif de transfert de génération. Et la seule chose qui peut faire qu'on arrive à les séduire, c'est la passion qu'ils ont pour ce métier-là, pour autant qu'ils connaissent ce métier-là. Donc on a un vrai problème de recrutement dans nos métiers. alors, tu as quand même un vivier de freelance et notamment de freelance de très haut niveau. Après, le problème, c'est que les bons, ils bossent et les bons, ils sont très chers. Et donc, mais nous, typiquement, c'est notre positionnement. On travaille vraiment avec les meilleurs. Mais effectivement, ça vient avec un certain nombre de contraintes. Parce que moi, juste sur ce point-là, moi, je modérerais un tout petit peu. Parce que j'ai vu effectivement que, enfin, nous, on a vu plusieurs cycles. On a vu les gens qui partaient dans les startups. Ça, c'est un peu fini. On a effectivement les gens qui sont, enfin, on a les cabinets de conseil qui sont aussi très attractifs, mais la vie est dure, hein. Et il y a pas mal de gens quand même qui se mettent aussi en freelance. Alors après, si ta capacité, tes qualités sont pas hyper bonnes en freelance, bah, tu vas vraiment galérer. Si par contre tu es très bon, bah, tu bosses tout le temps et tu bosses bien et tu gagnes bien ta vie, hein. Alors, quand tu es très bon et que tu travailles beaucoup, généralement, tu travailles uniquement pour un seul donneur d'ordre. Et après, c'est du travail déguisé. Donc, on a un problème de statut social. Si tu travailles que pour toi, on a un problème. C'est vrai. Alors, nous, on fait hyper gaffe à ça. Mais tu as tout à fait raison. Mais sur les vraiment le premier tiers, voire même les premiers 10%, souvent eux-mêmes panachent parce qu'ils veulent pas être dépendants en fait d'un seul donneur d'ordre. Ils sont smart, hein. Ils ont raison de l'être. Alors, je reviens juste sur les diagnostics et on va aller un petit peu plus loin sur cette histoire aussi de concurrence des cabinets de conseil. Si tu dis des trucs qui sont donc tu parles de relégation des agences de com, même d'un risque d'extinction de masse. Et moi, je voulais juste citer quelque chose qui illustre ce que tu dis sur effectivement le fait que le métier devient plus technique et que donc il y a un peu une perte de vue de la créativité. C'est Scott Galloway, c'est un professeur en marketing bon, qui a une grosse communauté, qui disait effectivement, avant tout le monde voulait être pote avec le CMO. C'est le type qui voyait le monde tel qu'il arrivait. Maintenant, il est même plus au COMEX.
Et d'ailleurs, effectivement, alors lui dit, aucune compagnie ces dernières années n'a vu sa valorisation monter fortement à la suite d'une grande campagne. Il a été démenti cet été Ouais, avec la campagne de Sydney Sweeney de American Eagle. Mais globalement, c'est un peu ça le contexte, c'est qu'il y a une perte. On parle là du monde des agences, mais en miroir, du côté des annonceurs, la situation alors c'est est même pas fameuse non plus. c'est au départ peut-être l'origine du problème, c'est que la force, la puissance d'un communicant dans un groupe a énormément faibli. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, on avait encore des grands directeurs de la communication qui murmuraient à l'oreille du président. Aujourd'hui, quand ils sont tout en haut de l'échelle, ils ne veulent qu'une seule chose, c'est quitter la communication pour devenir senior, exécutive, monde du groupe, mais retirer le radical communication. Et ils ont bien conscience que le communicant aujourd'hui est une fonction support, j'ai honte de le dire, mais au même titre que les services généraux. Ils sont là, on est là pour délivrer le produit, la plaquette, que sais-je, l'outil dont ils ont besoin, mais plus du tout pour réfléchir à la stratégie du groupe et amener une créativité qui les distingue du marché. Donc la vraie question, une des vraies questions, c'est le statut du communicant dans l'entreprise. Et c'est une chose dont on s'est rendu compte, et on ne l'avait pas très bien vu au départ, on pensait qu'avec les agences qui souffraient, etc. Mais je crois que le communicant en entreprise souffre presque plus que les autres parce qu'il souffre d'un problème de crédibilité, d'influence et de moyens. Donc on le circonscrit dans un budget, il se débrouille dans ce budget qui est extrêmement, qui est vu généralement au plus juste, et dans ce budget-là, on lui demande de ne pas faire non En baisse. 10 choses, mais 12 choses. Donc lui-même crée une pression sur les agences, notamment par le biais de la commande, mais aussi par le système même de rémunération en journée homme, qui est reproduit, nous, sur nos freelances. Donc on est effectivement un monde en voie de paupérisation avancée, d'abord par le donneur d'ordre, puis par l'agence, puis par le sous-traitant. Oui, et tu parles dans ton livre, ça je trouve que c'est très, très juste aussi, de tentation du volume. C'est-à-dire que finalement, le communicant au sein de la société a des objectifs, des KPI à tenir, et il y a un peu deux façons de les obtenir. C'est soit tu fais quelque chose qui a de l'impact, soit tu fais beaucoup, beaucoup de choses, et puis tu additionnes Exactement. tous tes impacts, et ça te fait du volume. Nous, on le voit. Avec hiérarchiquement dans l'entreprise, un pouvoir supérieur donné à l'acheteur qu'au communicant. Donc le facteur prix n'a jamais été aussi poussé qu'aujourd'hui. Et le facteur prix est infiniment discutable dans nos métiers, dans la mesure où oui, on vend du service et des jours hommes, mais oui, surtout, on vend de la culture, du produit et de l'expérience. Et que c'est donc ce qu'on appelle l'idée. Et l'idée n'est pas rétribuée en tant que telle, elle est rétribuée en termes d'horaire et pas en termes d'originalité, de créativité, d'intelligence. On n'achète pas l'intelligence, on achète du temps humain de gens qui se sont de moins en moins experts dans les domaines dont on parle. Mais c'était un peu le cas par le passé, ça n'a pas tellement changé. La question de l'acheteur est arrivée il y a 20 ans environ, notamment quelques annonceurs assez fameux qui considèrent que la communication n'est jamais plus que la livraison d'un produit du type les boulons dans l'automobile ou autre ailleurs. Et en fait, on est en tant que prestation intellectuelle, il est quand même assez étonnant qu'on nous compare par rapport à un produit fini. Mais donc c'est assez récent. Je pense qu'il y a une vingtaine d'années, 15 ans, où les acheteurs ont pris cette importance. Et aujourd'hui, les directions financières et les acheteurs sont devenus, effectivement, ils ont le primat. Donc, défendre un résultat de campagne qui ne sont pas encore créés sur la question du prix a assez peu de sens en vérité. On préférerait avoir des KPI et payer a posteriori sur du résultat que choisi sur du prix. Alors, tu penses que beaucoup d'agences sont alignées avec cette approche-là? Elles n'ont pas le choix. Ah non, non, enfin, aujourd'hui, c'est pas du tout un mode de rémunération qui est mené. Et dans la mesure où d'ailleurs il y a assez peu de solidarité intra-professionnelle et qu'on est challengé
d'abord par les enchères inversées ou par la négociation du prix, et qu'on est poussé par le besoin de rentabilité ou de faire fonctionner nos agences, généralement on cède. Et on a beau dire, Ouais, il y a une pression sur les marges, ça c'est sûr. dans les associations professionnelles, on a beau dire on ne va pas baisser nos prix, etc., etc., de facto, il faut le reconnaître, on est contraint de le faire. Si on ne le fait pas, de toute façon, on est déréférencé et sorti du groupe. Donc, on est contraint. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des cabinets conseils du type Capgemini, EY, Accenture, etc., qui continuent à parler comme nous on parlait avant, c'est-à-dire sur des idées plus que sur des journées. Alors, donc, tu parles du désamour du public. Alors, effectivement, tu cites Rubicam, il y en a un Rubicam qui disait effectivement l'unique but de la publicité, c'est de vendre. Il n'y a pas d'autre fonction à mentionner. Et tu te poses la question, que faire d'une pratique qui participe à la promotion des produits de consommation dans une société qui cherche par tous les moyens à s'en défaire? Alors, peut-être d'ailleurs que si Alors, tu avais c'est un écrit. petit peu. Là, je te coupe, c'est vraiment spécifique à la France. Hein. Ouais. On a quand même. Ce livre-là s'intéresse quand même beaucoup au marché français et aux agences françaises dans leur totalité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une agence déjà hein c'est assez complexe à définir. On parle de 12 000 à 19 000 agences. Enfin, là-dedans, il y a vraiment de tout. Mais ce qui est clair en France, et ça rajoute une couche à la défiance des publics, c'est la lutte contre le libéralisme, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, où effectivement les produits ou autres ont besoin encore de communication et ne se posent pas beaucoup de questions. Nous, on est quand même un pays qui vante ou qui parfois croit à la décroissance et rendre coupable la pression ou l'oppression sociale le publicitaire qui vend du produit. Donc on a en plus un problème politique en France où les leaders d'opinion ou effectivement les gens qui participent d'un système sont les premiers à être visés par le public. Donc tu dis que la culpabilisation des agences, c'est un phénomène français, en fait. La question est politique, et oui, absolument. D'accord. Ok, oui, tu cites une tribune dans Le Monde avec plusieurs effectivement économistes qui effectivement mettent l'accent sur le rôle de la publicité pour effectivement pousser à vendre des produits dont on n'a pas besoin, etc. Parmi Évidemment, cette critique s'adresse beaucoup aux publicitaires, plus qu'aux corporates, par exemple, où on est sur des sujets plus internes, de conviction, d'accompagnement, de grandes causes, etc. Ouais, alors ça, on va y venir parce que ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Publicitaire, communicant, marketing, tout est mélangé, quoi. Oui, oui, c'est ça, parce que c'est un peu deux mondes hein, quand même. Hein. C'est C'est pas deux tout à fait le mondes. même monde. C'est la communication corporate, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes profils que effectivement la communication, la publicité. Donc tu dis que parmi les sujets, il y a aussi un problème sur l'authenticité, en fait. L'authenticité des messages avec des publicités qui vont mettre en avant des produits qui, par exemple, typiquement, ne sont pas forcément spécialement verts. Et donc, il y a une responsabilité du métier. C'est certain. C'est certain que les agences dans cet espace, on ne dira pas naufrage, le terme est fort, mais ont une responsabilité, tant en termes de prix, d'utilité et de relais. L'éthique n'est pas la meilleure, on va dire, dans les agences. Il ne faut pas nier ça. Enfin, moi, je ne suis pas dans la pub en général, mais on peut dire qu'on a un problème d'éthique et que les agences, quelque part, ont fait le lit de la défiance qui, aujourd'hui, les caractérise. Et ce problème, il n'est pas traité, non? Il n'est pas traité, et c'est tellement. Enfin, il existe le conseil éthique de la publicité, mais même lui a constaté, peut-être qu'ils s'en réjouissent d'ailleurs, que 60% des publics refusent maintenant la publicité de manière délibérée, quoi. Donc, mais tu vois, typiquement, lors de la convention pour le climat qui avait réuni donc pas mal de gens, et il était question de réguler la pub. Il y avait quand même eu un mouvement qui était quand même assez clairement pour limiter et casser la régulation au maximum. Il n'y a pas de prise de débat, de prise de pied dans le débat, essayer de dire oui, il faut qu'on change nos pratiques, etc. Il y avait quelques bonnes intentions, mais en fait, pas grand-chose, en tout cas, issu du monde publicitaire. Mais enfin, la com ou la pub
qui sont finalement l'épiderme de la société, portent les mêmes défauts que cette société. Et si effectivement on soutient des marques qui font du greenwashing, il y a d'abord quelqu'un qui en fait. Ah, tu as tout un passage marrant dans ton livre où tu cites tous les washing qui existent. Hein. Le blue washing, je ne connaissais pas. Donc là, c'est plutôt contre l'utilisation des principes du pacte mondial des Nations Unies. Le pink washing, donc tous les sujets LGBT. Le social corporate washing, le woman washing, le mom washing. Je ne savais pas que ça Oui, existait. la liste est assez longue, effectivement. Mais au départ, notre travail, à nous, n'est pas d'être le gendarme de ces entreprises qui ont ce type de déviance. On n'est pas un organe de régulation. Après, chaque agence, et je crois que la plupart d'entre nous, ont une éthique personnelle. Cette éthique étant partagée avec ses salariés, et je ne crois pas qu'on fasse n'importe quoi. Par ailleurs, il y a quand même la RPP qui existe et qui a un outil de régulation dont c'est le travail. Nous, on est dans un métier de liberté, de créativité, et on n'est pas en étude de régulation sociale. On va revenir sur les Big Five, peut-être un focus sur les Big Five que tu mentionnes, tout un paragraphe, parce qu'effectivement, cette concurrence existe, notamment dans l'univers publicitaire et aussi dans les grands projets qui sont effectivement mis en place aujourd'hui par les annonceurs. Et ce que tu dis, c'est que la concurrence est en fait inégalitaire. En fait, on n'est pas sur les mêmes échelles. Le monde de la communication, de la publicité et le monde du conseil. Selon Syntec Conseil, donc typiquement, il y a 120 000 personnes qui sont salariées en fait en France dans l'univers du conseil, 15 000 entreprises. Ils ont fait 10% de croissance en 2021 à 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, là où le marché de la publicité, c'est 7 milliards de chiffre d'affaires, 1% de croissance. Et derrière, en fait, les budgets des clients n'étant pas les mêmes, les rémunérations, tu l'as dit tout à l'heure, ne sont pas les mêmes. Il y a en fait un combat un peu de David contre Goliath sur ces parts de marché et avec la prise des stratégies d'entreprise par les cabinets de conseil. C'est un combat qu'on a globalement perdu de toute façon. WPP devrait être racheté par Accenture. Omnicom et Interpublic sont obligés de se rapprocher pour faire 1 milliard d'économies. Vrai le reconnaît comme tel. Le seul qui s'en soit sorti, c'est Publicis, parce que tout ça de manière extrêmement intelligente dès 2006. Et ils ont fait un virage technologique et vers la data, d'abord avec Digitas, puis Epsilon, puis Sapient. Donc eux ont fait ce virage vers la techno et eux s'en sortent. Tous ceux qui ne l'ont pas fait, aujourd'hui, sont condamnés à disparaître, à moins d'installer et de revenir sur une culture de l'idée, de la créativité et de pouvoir nous-mêmes remonter sur la stratégie et faire en sorte qu'elle soit écoutée et entendue. Aujourd'hui, un cabinet conseil s'adresse plus à une direction générale qui a un directeur, un responsable de communication contraint par un budget. Ce qu'on faisait avant, il y a encore 20 ans, on s'adressait directement à la présidence, à la direction générale, dans le cadre d'un rapport annuel ou autre. Et on pouvait vendre quelque chose d'original, de différent, oserais-je dire, d'intelligent. Aujourd'hui, on est plutôt sur la reproduction des modèles qu'autre chose. Et dans un monde qui vise la normalisation du monde, pour ne pas dire la monétisation du monde, pour reprendre un terme qui a été employé récemment par Gilles Masson, le président de GAD. Dans ce monde qui veut ça, nous qui venons de la création de la liberté et de la stratégie, on n'a pas voix de cité. C'est pas du tout, on n'est plus attendu. On est là comme des producteurs d'outils. Donc on a lentement glissé en étant, on va dire, soumis à des contraintes généralement budgétaires, mais aussi d'interlocuteurs. On est descendu sur des producteurs d'outils, au même titre que l'étaient les imprimeurs, les graveurs, etc. Et notre chantier aujourd'hui, c'est de retrouver notre différence et notre utilité sociale. Donc ce qu'on a perdu de vue, c'est quoi? C'est la créativité? Non, je pense qu'elle existe. Enfin, elle est contrainte.
les gens sont créatifs, des gens sont créatifs, mais personne ne paye pour la création. Et je crois que les annonceurs, aujourd'hui, ce n'est pas tellement leur sujet. Ils préfèrent avoir effectivement faire de la viralité sur leur communauté plutôt que de les installer sur leurs différences concurrentielles. Donc le sujet, il est là en fait. Alors, on Et a. en plus, des agences que je vois qu'il y a quelqu'un qui intervient sur la data, effectivement, nos agences n'ont pas suivi euh, la culture de la data, ou très très en retard, et ont beaucoup de mal à la suivre. En fait, individuellement, on a tous cette culture de la data, c'est un peu évident, mais par contre, elles demandent des moyens extrêmement importants. Le ticket moyen pour acheter des leaders de la data aujourd'hui tourne autour de 2 à 3 milliards de dollars. Alors que les agences qui peuvent investir annuellement quelques 100 000 euros sont déjà extrêmement peu nombreuses. Il y a eu récemment la CC a fait un sondage là-dessus, c'est que quelques agences qui vont mettre 100 000 euros cette année pour investir dans les nouvelles technologies, dans la data, c'est-à-dire personne. Hmm. La question du moyen et de l'investissement est centrale. Et moi, je pense qu'il faut tirer le fil de la data. Tu parles évidemment de l'IA dans ton livre. Et euh, effectivement, si on regarde un peu ce qui est en train de se passer, tu parlais de Publicis, qui est aujourd'hui d'ailleurs le leader du marché au niveau mondial. Bah, ils sont deuxièmes, Tant là, que après la fusion Omnicom voilà, Interpublic, mais ils sont c'est, premiers, effectivement. ils sont premiers pour l'instant avant la fusion. Bien sûr. Moi, il y a un article qui m'avait beaucoup intéressé. J'en avais fait un épisode de ma newsletter récemment, qui a été publié par le New York Times, j'ai retrouvé, et qui, en fait, explique. Voilà, c'est pas comme ça. Faire comme ça, voilà. Donc, comme ça, voilà. Explique qu'effectivement, l'IA est quand même en train de rentrer vraiment très sérieusement dans les agences. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il donnait effectivement donc différentes approches, donc des films de publicité effectivement qui sont faits par l'IA, ça on le sait, on les a tous vus passer, notamment le film de Coca-Cola. Mais il rentrait un peu dans le détail d'un projet notamment mené par Publicis, Accenture et Google avec le groupe Mondelez, c'est donc Oreo, Mika, etc., etc. Et qui c'est un projet à 100 millions de dollars. Donc effectivement, il y a une histoire d'échelle. Et donc, juste pour donner le chiffre, parce que le chiffre est quand même assez frappant, il y a 45 665 entreprises en France de communication, dont 92% d'entre elles réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros. Donc, Eh oui. ils ne sont pas du tout sur ces échelles de 300 millions, de 100 millions de dollars sur 3 ans. Et l'objectif, c'est d'internaliser une plateforme d'intelligence artificielle pour doper la performance des actions marketing Bien sûr. et à terme, réduire de 20% les frais d'agence Bien et de sûr. production. C'est-à-dire Bah, qu'une partie du chiffre d'affaires qu'on voit aujourd'hui, qui est un chiffre d'affaires de transformation, effectivement, numérique, comme tu le disais, mené par les Publicis, Accenture et grands cabinets de conseil, et puis les grands réseaux de communication du général, ont pour objectif, à terme, de baisser l'achat de production publicitaire à ces grands réseaux. oui, enfin, en plus, quand on parle de ces grands réseaux, on ne parle pas d'eux en France, hein, ni même en Europe. Hein. 80% de leur chiffre d'affaires sont faits aux États-Unis et en Asie. Donc le sujet, il est encore plus. En France, le marché français, qui est extrêmement mûr, pour pas dire parfois trop mûr, n'est pas du tout prioritaire, ni en termes d'investissement, ni en termes de traitement. Et quand on parle de nombre d'agences, pour dire à quel point en vérité celles qui pèsent sont peu nombreuses, l'ACC, il y a une centaine d'agences à la ACC qui pèseraient 70 à 80% du marché. Donc Mhm. le reste, c'est 20% qui se partagent quelques miettes. Et généralement, c'est pas quelques miettes, c'est un budget qui occupe une personne pour un temps donné et qui disparaissent. Il y a un turnover dans la création des agences qui est très impressionnant. Et quand on regarde le nombre de dépôts de bilan qui a lieu aujourd'hui au tribunal de commerce et l'énorme partie d'agences qui en fait partie, on est effrayé de la même manière. Et pour être juge, Tu parles le nombre de d'extinction de masse. qui a lieu. Pardon? Tu parles d'extinction de masse.
Bah, pour le coup, oui, mais en même temps, c'est pas certaines sans doute le méritent. On peut pas vivre avec un client et sans un projet, et on fait pas société ni entreprise, parce qu'on est d'abord des entreprises avec un client captif sur X ou Y. Et de la même manière, encore une fois, je finis sur le fait de voir le nombre de licenciements. Je suis juge au prud'homme par ailleurs, qui viennent d'agences de communication. C'est très impressionnant. Donc il y a extinction, il y a effectivement de moins en moins de postes. On n'arrive pas à recruter les bonnes personnes, ça c'est certain. On n'est pas attractif pour les recruter. Et donc pour créer de la valeur ajoutée, on est très court. On est extrêmement court. Il y a quelques années, on recrutait facilement des Normaliens, le SCP. On avait des plannings stratégiques qui étaient extrêmement dopés par des gens intelligents, brillants et cultivés. Aujourd'hui, ces plannings stratégiques ne sont pas rémunérés. Dans les grilles des acheteurs, n'existent même pas. Donc la plupart des agences, ils font l'impasse sur des plannings stratégiques. Et de fait, ils ne sont plus nourris non plus en intelligence. Donc on tourne un peu en rond, quoi. Alors, est-ce que c'est pas un peu ça le sujet? Est-ce qu'on n'oublie pas un peu de penser collectivement dans le marché, et pas uniquement d'ailleurs au sein des agences, de penser l'époque qui vient? Ben, je pense que beaucoup de gens, et c'est ce que je me suis rendu compte à la sortie de ce livre, les questions qui sont posées sont partagées, et je pense qu'individuellement, nombre d'entre nous essayons de trouver des solutions pour plein de raisons, parce qu'on croit que ce métier est utile et parce qu'on l'aime, donc on cherche des relais de croissance. Peut-être qu'il faudrait les chercher à plusieurs, certains s'y essaient. On peut dire pour l'instant sans succès, mais on n'est pas non plus désespéré, sinon on aurait arrêté complètement, etc. On n'est pas non plus désespéré, on arrive à convaincre des clients, mais il y a un travail d'acculturation sur notre utilité, sur notre mode de fonctionnement, sur nos marges qu'on a souvent crues exorbitantes, et avec de la transparence et un discours de vérité, on peut arriver à reconcerner des annonceurs. Nous aussi, on emploie, et par Bodeux, on y parvient. Mais c'est un travail, on va dire, qui est presque en plus de ce qu'on fait, de ce qu'on devrait faire. On devrait être sollicité pour ce qu'on sait faire et non pas expliquer ce qu'on sait faire et après peut-être être sollicité. Donc on a un vrai travail d'évangélisation pédagogique à mener pour retrouver et la crédibilité et l'intelligence de la proposition et leur utilité. Bon, Et le travail, hein. le sens, hein. Donc là, tu dis effectivement, le monde de la communication a donc un triple défi à relever: réhabiliter la valeur de l'idée, rappeler sa capacité à transformer, ça c'est la question du sens, on va en parler, plutôt qu'à produire, et en finir avec la tentation du coup de com', le fameux never seen before. Oui, ça c'est une chose qu'on adresse à nous, mais la plupart, la vraie question la menace qui pèse sur les agences, c'est le rachat de celles-ci par les cabinets conseils, qui ont très bien compris l'intimité des liens commerciaux qu'on pouvait avoir avec nos clients, la connaissance extrêmement fine qu'on a d'eux avant leur sujet financier, on les connaît en profondeur, et aujourd'hui, les cabinets conseils rachètent lourdement les agences, alors certaines qui ont déposé le bilan, je pense à Epoca, qui a été racheté par Mantoux, un groupe suisse qui a aussi racheté Wimin, qui faisait des choses quand même intelligentes dans sa partie. Je pense au groupe Addict, qui a racheté ESL ou des gens comme Antidox. Mais ces gens-là, en fait, qui étaient des agences, sont devenus des entrées clients pour vendre d'autres choses que de la communication. Donc, il y a aux agences à se distinguer des cabinets conseils qui ont deux atouts centraux qui sont d'abord technologiques et qui possèdent la maîtrise de la data. Un groupe comme Accenture, c'est 700 000 personnes. Donc, on n'est pas sur la même échelle du tout. Donc, comment nous, on va réussir à créer quelque chose qui ne justifie pas de tels investissements, mais qui a une telle utilité sociale aussi. Sur la question du sens, toi, tu dis: «La communication doit quitter une posture de neutralité confortable pour devenir résolument politique». Alors Oui, ça, on je est veux vraiment bien un qu'on en acteur. parle parce qu'effectivement, il y a eu toute la question, tout le sujet des raisons d'être, typiquement, où là, on se posait un peu la question du sens de l'entreprise, pourquoi elle existe, et cetera. À la fin de l'histoire, est-ce que cette histoire donc de la raison d'être qui vient de la loi Pacte n'est pas un flop?
Est-ce que c'est pas quelque chose qui a permis finalement aux agences de faire, de vendre des prestations de conseil? Voilà, et tu parles dans ton livre, je crois, de mercantilisme du RSE. Est-ce que c'est pas plutôt des postures de communication que des réelles mises en projet et en action? Et donc, comment tu peux, comment l'agence peut remonter sur ces sujets et accompagner l'annonceur pour peut-être prendre des postures qui, en plus, sont un peu à contre-courant de ce qui se passe en ce moment et au niveau, enfin, et aux États-Unis, et même au niveau européen, par exemple, si on regarde tous les sujets environnementaux, voilà. Écoute, quand la loi Pacte est sortie sous la présidence de Jean-Dominique Sénard et de Nicole Notat, l'intention était infiniment louable. Et je pense que certains ont été au bout de l'intention. C'est par exemple le cas de M. Faber chez Danone, mais ça lui a coûté son poste. Exactement, tout à Certains, fait, c'est ce que j'allais dire. je parlais de Wimin, au départ, Wimin s'est fondé sur ça, l'accompagnement pour la raison d'être et les entreprises à mission et l'accompagnement, etc. Je pense que pour certains annonceurs qui ont été jusqu'au bout de l'entreprise à mission et qui ont eu le courage, effectivement, de changer leur gouvernance et surtout d'affecter une partie du budget aux missions RSE, à la raison d'être qui s'était imposée, ça a été positif. Pour d'autres, effectivement, il est clair que c'est qu'un véhicule de communication. Mais en tout état de cause, l'agence, elle ne porte pas la responsabilité de la redistribution des dividendes d'une entreprise X ou Y. Je pense qu'effectivement, on s'est trouvé maintenant, et à force de dénaturer cette mission qui était louable, on en a fait quelque chose qui ne sert plus à rien et qui n'est plus vraiment demandé, à moins qu'on ait un patron qui en prenne politiquement la responsabilité. Oui, c'est la question de la preuve. Et voilà, le discours, c'est bien, le discours de prof, c'est mieux. Et malheureusement, dans beaucoup d'endroits, on voit que le poste RSE est dédié à une personne qui est sans doute extrêmement compétente et sait de quoi elle parle, mais à laquelle aucun budget n'est affecté et surtout qui n'a aucun poids sur la gouvernance. Donc la vraie question, l'agence n'a pas à orchestrer ça, elle le sait, oui. Et souvent, l'engagement est rattaché à la communication. Absolument. En soi, ça dit des choses. Que sur les raisons d'être, etc., pour avoir vu la même raison d'être menée par un grand cabinet conseil que je ne citerai pas sur 3 annonceurs du CAC 40, c'était à chaque fois pomme C, pomme V, et on changeait que le nom de l'annonceur. Mais par contre, cette raison d'être était facturée au-delà du million. Écoute, si vous savez vraiment pas, faut vraiment pas savoir quoi faire, hein. Le week-end, vous pouvez jouer à ce jeu-là, regarder en fait les raisons d'être des entreprises et essayer de deviner de quelle entreprise il s'agit. Parfois, on peut pas parce que en fait, les sujets, effectivement, c'est bon, toujours un peu effectivement les mêmes thèmes qui sont poussés et donc on a un petit peu de mal à trouver la singularité en fait dans la raison. Et surtout, on n'a aucun pouvoir de coercition pour forcer un annonceur à être à la hauteur de ce qu'il promet. Alors justement, comment on s'en sort? Alors ça, c'est la vraie question sur laquelle on est au début plusieurs à travailler. Je vois qu'il y a Vincent Doll qui nous suit et il est proche de cette réflexion avec plusieurs, des patrons d'agence, des patrons, je pense à Henri-Christian Schroeder. On a des discussions avec des membres éminents de la ACC et autres pour réfléchir à ça. Je pense que très très rapidement brossé parce que c'est un sujet qu'on essaie de traiter et qui n'est pas finalisé. Il y a 2 aspects principaux. Je pense qu'il faut communiquer sur notre utilité sociale, sur le fait que sans communication, il n'y a plus de société et qu'aujourd'hui, le problème dans lequel on est tous confrontés, c'est bien l'absence du faire société, de la communauté. Donc la communication et même la publicité, surtout, enfin les mêmes, travaillent sur des symboles communs, des symboles référents, sur une parole qui circule et qui est partagée et sur un pouvoir de conviction. Donc ça, je pense qu'il faut redire nos missions, notre utilité sociale. Et la deuxième partie, et j'espère les annonceurs, en tout cas ceux qui font profession de communication, et il y en a qui partagent ça, les intégrer à cette réflexion et les rendre défenseurs de nos métiers, parce que
parce qu'ils sont menacés. Et le second pan, c'est réfléchir au mode de rémunération des agences. Il y a plusieurs modes de rémunération qui existent aujourd'hui, même aux États-Unis, etc., qui sont intéressants. Sortir d'une position. À quoi tu penses? Auquel tu penses? Par exemple, on peut sortir d'une position servicielle et revenir à la vente du produit. Je vois des startups qui, par exemple, échangent des parts sociales de l'entreprise contre des opérations de communication. Je pense, et qui après se font rémunérer sur la revente des parts sociales ou pas d'ailleurs, certains restent dedans. Je pense à des agences qui échangent du service contre du produit. Je pense aussi à des KPI plus finement ciselés qui feraient que sur une campagne qui doit s'adresser à 500 000 personnes, si elle atteint 1 million de personnes, il y a des compléments de rémunération, donc qui est effectivement des minima, on va dire, qui couvrent au moins les frais techniques, et un peu plus, et qu'au-delà, il y a des compléments pour la pertinence des opérations menées. Et sur la partie rémunération, il faut qu'on retravaille. Sous forme de bonus, parce que si tu mets dans une logique effectivement de calcul global de la rémunération, bon, on a les coûts, quoi qu'il arrive, il faut qu'on arrive à les couvrir. Oui, mais dans les agences, et tu le sais bien, on a un double problème, c'est que les coûts, on les a deux fois. On les a en phase d'appel d'offres, et malheureusement, on ne gagne pas tous les appels d'offres. Et les appels d'offres, il faut le dire, coûtent entre 20 et 80 000 euros. On emmène avec nous des gens dehors qu'on rémunère, avec des perdus gagnés ou forfaits, enfin on fait ce qu'on peut, mais parfois on perd complètement, et que celui qui va être gagné derrière va devoir couvrir ses prix, enfin ce coût qui a été perdu avant. Donc on a aussi un problème sur les appels d'offres, soit les faire rémunérer, comme c'est le cas dans les entreprises publiques maintenant, soit trouver... oui, c'est pas foufou, la rémunération des appels d'offres publics. Non, c'est bien, c'est mieux que zéro. Je pense qu'il y a un travail qui est mené. Oui, je suis d'accord. On se rend compte que c'est le seul métier qui délivre des solutions packagées et de plus en plus poussées et souvent très intelligentes, qui, sont pas rémunérées, et parfois, deux, sont réemployés de manière malhonnête. Donc il y a un vrai sujet, parce que l'appel d'offres, qui est une grande partie de notre métier, qu'on adore faire, qui nous challenge, qui nous revivifie, Ça, je suis d'accord. à énormément de choses dans la société moderne, aujourd'hui, coûte infiniment cher, et on ne peut plus couvrir un appel d'offres intelligent sans revenu. Et ça, c'est un vieux serpent de mer. Alors, on a justement Samia qui nous demande on fait comment pour réussir à mettre en place une discussion avec les annonceurs. Les tentatives, pour l'instant, n'ont pas... Non, c'est vrai que c'est assez étonnant. Individuellement, il y a une raison qui est très simple en fait. Individuellement, ils sont tous vraiment assez d'accord. Encore une fois, on en a vu une centaine dans le cadre de ce bouquin, etc. Mais pour eux, il s'agit effectivement de leur emploi. Exposer, c'est s'exposer, et s'exposer dans l'entreprise n'est pas toujours effectivement rémunéré ou récompensé à sa juste mesure. Donc la question, c'est qu'effectivement, d'arriver à porter le débat au-delà de l'entreprise comme un débat, on va dire, d'intérêt public et partagé. On travaille avec quelques-uns à monter une réunion avec des annonceurs, des agences, et on espère qu'elles nous suivront. Mais déjà, je crois que les annonceurs qui restent clients de nos agences font déjà un travail formidable, parce qu'ils permettent à celles qui survivent d'être encore là. Après, je pense qu'il faut demander à faire un pas de plus, qui n'est pas dans leur cahier des charges. J'ai bien conscience que ce n'est pas eux de défendre la viabilité économique des agences auprès de leur direction, mais ça en fait partie. En vérité, s'ils veulent des bonnes agences qui fassent un vrai travail, il faut qu'ils effectivement les rémunèrent à un juste prix. Le prix de leur développement, le prix de la R&D, etc. Le prix de l'idée, comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'était effectivement une bonne idée. Ça demande du temps, ça demande plusieurs... et la culture, exactement, tout à fait. Donc des profils de haut niveau. Déjà d'être clientèle, 1 000 euros, mais que celui-ci ait 24 ans ou qu'il ait 45 ans, on le paye 1 000 euros de toute façon.
Alors que quelqu'un qui a 45 ans, qui a fait 20 ans d'agence, et qui a fait 10 ans chez l'annonceur et 10 ans dans une agence, apporte une autre valeur ajoutée qu'un jeune étudiant, aussi brillant soit-il, qui sort d'une école. École qu'il faut aussi évangéliser sur nos métiers, mais c'est une autre question, quoi. Pour illustrer ça, on a parlé très rapidement de l'IA, mais on n'aura pas le temps d'aller tellement plus loin. Mais c'est vrai que typiquement, l'IA aujourd'hui, on le sait, sert aussi à certaines personnes dans le marché pour brainstormer. Mais en fait, si tu mets un consultant effectivement très junior et pas forcément très capé avec ChatGPT, il n'aura pas les mêmes idées, même pour, je sais pas, le titre d'un podcast, etc., que quelqu'un qui est très capé. Après, l'IA Clairement, permet d'avoir des pistes et des idées, mais il faut pouvoir bien manœuvrer donc ChatGPT ou d'autres, et puis il faut pouvoir après sélectionner parmi les réponses proposées celle qui paraît pertinente, éventuellement la modifier, et ça demande un bagage en fait. Donc, culturel énorme. Alors, il y a deux choses à dire sur l'IA, peut-être. Il faut peut-être reprendre ce qu'a dit l'excellent David Droga, quoi. L'IA, ça permet d'évacuer le médiocre, le paresseux et le banal, hein. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, effectivement, il faut savoir à qui la porte et qui la garantit. Il y a récemment eu un grand pitch à Paris sur un appel d'offres assez gros, autour de 200 000 euros, et il y a eu 3 réponses d'agences. Et il y avait trois prix différents, mais il y avait le même contenu. Il y en a une qui était à 90, à 95 et à 100, on va dire, sur l'échelle du prix. Mais quelqu'un avait prompté une IA sans beaucoup d'intelligence et avait ressorti 3 fois la même proposition. Donc l'annonceur se retrouve avec la même proposition, venue de 3 agences, avec le même prix. C'est ballot pour les agences qui se décrédibilisent très sérieusement sur certains sujets, mais pour l'annonceur qui se retrouve sans rien. D'autant que les IA sont aussi truffées de fake news et que si personne ne sépare le bourgrain de l'ivraie, on va. Et puis le dernier point, c'est la banalisation des contenus de l'IA, en vérité. Et l'agence n'est pas sur la banalisation des contenus. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur créer la différence, le saut créatif, comme on dit. En tout cas, arriver à mettre à distance, en perspective, une réponse X et de la porter plus loin. Ce que l'IA ne fait pas du tout. Elle est un back-office qui peut servir effectivement à un planeur ou à un responsable. Mais il faut la challenger, la maîtriser, la développer. Et d'ailleurs, c'est un vrai métier parce qu'il y a des prompteurs qui en font profession. Alors, merci Olivier d'avoir été avec moi ce matin pour parler de ton livre Peur sur la com. Tiens, c'est marrant, c'est à l'envers. Bon, c'est pas grave. Que j'ai fait grâce à mes amis d'Influencia aussi. Absolument, oui. J'ai pas cité l'éditeur et c'est un tort parce que c'est en plus c'est connaissent et qui ont eu le courage de l'éditer parce que effectivement, ça pose des questions qui parfois dérangent, même si elles sont partagées dans les conclusions. On te retrouve, j'imagine, sur LinkedIn. On te suit sur LinkedIn et on suit donc les prochaines, effectivement, enfin les prochaines étapes de ton action pour essayer de trouver effectivement des nouveaux modèles pour les agences. Merci à toi, Gilles, comme agence concurrente, mais néanmoins bienveillante. Mais néanmoins amis. Exactement. Oui, absolument. Non, je trouvais que le livre était vraiment très intéressant et plusieurs portes ouvertes. On n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets, mais il y a vraiment pas mal de choses. Je conseille à tout le monde. Et merci à vous d'avoir suivi ce live. Un merci particulier en fait à Marie-Chloé. On n'a pas eu le temps de tout mettre à l'écran, mais vous avez pas mal animé donc les commentaires. Merci à vous tous et on se retrouve bientôt dans la jungle de Story Jungle pour un prochain live, un prochain épisode. Merci Olivier, salut, ciao. Merci à tous.